de l'actualité, Sénart, Semaine nationale de la réconciliation, la 4e édition démarre demain lundi, 2025 étant l'année de la culture. Les organisateurs de la Sénart ont voulu mettre en valeur notre identité culturelle en choisissant le thème « Héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES ». Dans cette édition, nous nous rendrons à Tombouctou pour parler de la fonction de Mangala, cette figure respectée pour encourager les communautés et ordonner les activités communautaires. Aussi, dans cette édition, vous allez découvrir un instrument de musique de la première région, le roussa, inventé par une jeune fille pour passer du temps. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester avec nous pour le tour complet de l'actualité nationale et dans l'espace AES. Et c'est ce lundi que démarre la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation Sénart. Pour cette édition, le Mali a choisi le thème « Héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES ». Et c'est pour mettre en valeur notre identité culturelle. Pour l'occasion, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a lancé un appel à tous les acteurs. Synthèse de son message avec Batraoré. L'année 2025 marque la 4e édition de la Sénart, la Semaine nationale de la réconciliation. Le thème choisi porte sur héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. Notre richesse la plus précieuse réside dans notre diversité ethnique et culturelle. Une force monumentale qui forge l'âme de notre nation. Cette force puise sa vitalité dans nos valeurs ancestrales et intemporelles, telles que le Sinankouya, la parenté à plaisanterie, qui désamorce les tensions et soude le lien social, le Sigignoroya, le bon voisinage, fondement de toute coexistence harmonieuse, le Bouraya, les alliances entre familles, le dialogue permanent et le pardon. Érigé en principe sacré par le peuple dans notre charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, ces valeurs constituent bien plus qu'un héritage. Elles sont notre boussole commune qui doit inspirer et guider chaque initiative, chaque action et chaque décision pour bâtir le Malikoura. Durant une semaine, les activités prévues devront permettre de promouvoir la culture comme instrument de paix, de vivre ensemble et de renaissance conformément au thème. Il s'agit de mobiliser dans tous les acteurs clés, notamment les femmes et les jeunes, dans la transmission des valeurs ancestrales de paix et de dialogue permanent entre la culture pour renforcer l'intégration et la fraternité au sein de l'Alliance des États du Sahel. Au programme de cette édition, des débats citoyens sur la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, le rôle des femmes et la promotion de l'approche de développement conduite par la communauté, le DCC, mise en œuvre par le ministère de la Réconciliation nationale, des expressions artistiques et culturelles, des activités sportives, de plantation d'arbres et de remise de prix annuels pour la promotion de la paix au Mali. La Semaine nationale de réconciliation, selon le général du corps d'armée Ousmane Ouagé, est une tribune bien indiquée pour consolider les valeurs telles que la cohabitation harmonieuse, la tolérance et le pardon. Le contenu de ce communiqué, les forces armées maliennes ont vigoureusement repoussé en ce début d'après-midi du 14 septembre 2025 une attaque terroriste sur l'emprise de Kona, région de Douanza. Dans leur fuite, les assaillants ont été pris en cible par l'aviation. D'abord un groupe de motocyclistes sur une route de campagne, ensuite un pick-up avec des motos à la lisière d'une forêt située à 2 km de l'emprise. Les deux cibles ont été soigneusement traitées avec efficacité, avec plusieurs assaillants neutralisés et des matériels détruits. L'état-major général des armées salue la bravoure et l'engagement des femmes. Les femmes déterminées sur le théâtre des opérations, les forces armées aériennes ont effectué une frappe sur une cible des groupes armés terroristes près de Dogofri, dans la région de Ségou. Le film des opérations avec Abdoulaye Sako. Dans le cadre des opérations de surveillance aérienne et sur la base de renseignements exploités, les FAMA ont effectué avec succès ce jour 14 septembre 2025 une frappe à quelques kilomètres de Dogofri, région de Ségou. L'état-major général des armées réaffirme le plein engagement des FAMA à éradiquer la nébuleuse terroriste sur l'ensemble du territoire national.
Pour rendre davantage hommage aux femmes, une dizaine de jeunes scolaires et étudiants ont dédié un recueil aux soldats, la montée en puissance, ainsi s'intitule le recueil. C'est pour galvaniser les forces armées dans la lutte contre le terrorisme au Mali, la cérémonie de remise du recueil avec Tchemongo Konaté. Sans jamais penser à son propre calvaire, l'armée malienne, le torse bombé, elle tient sa place. Défendant veuves et orphelins, elle se déploie avec l'élégance d'un félin. Même quand vient le jour funeste, elle tombe en héros, sans regret, sans est. En l'absence du premier, le deuxième est ainsi appelé à déclamer son poème qu'il a dédié aux forces armées maliennes. Il se nomme Suleiman Morba, sorti cette année de l'Institut de formation des maîtres de Kita. Son texte est l'un des 21 poèmes désormais compilés dans un recueil de 37 pages produisant ce qu'on pourrait appeler la voix des vers. J'ai écrit 5 poèmes sur les 5 colonels, appréciés par les autorités, surtout par le ministre de la Défense, Sadio Kamara, qui m'a dit « Madame, vraiment, on ne sait pas comment vous remercier. Pourquoi ne pas faire d'autres initiatives? On va vous accompagner. » C'est comme ça que l'idée du concours est venue. Ce recueil de poèmes marque donc l'épilogue d'un processus enclenché en août 2024. Celui d'un concours de poèmes sur le thème « La montée en puissance » faisant allusion à l'armée malienne. Il a vu la participation de plusieurs dizaines de jeunes. Des œuvres littéraires dont les 5 meilleures ont été gratifiées du trophée Chiwara au mois de septembre. Ça a été vraiment difficile. On a tenu compte des valeurs scientifiques, les rimes, l'écriture scientifique a des méthodologies. On a vraiment recensé tous, on a pris tous les paramètres en compte pour arriver à ce résultat. Les poèmes qui composent ce recueil ne sont pas des simples vers. Ils sont le reflet de la gratitude d'un peuple envers ses défenseurs. Il s'agit donc d'une œuvre collective en adéquation avec les initiatives entreprises par le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Initiative qui s'articule autour du recrutement, de la formation, de l'achat des équipements et du réarmement moral des hommes engagés sur le théâtre des opérations. Ce sont ces femmes-là qui, par leur intelligence et leur courage, nous ont permis d'appeler notre pays aujourd'hui toujours République du Mali, avec 1 240 000 km². À l'issue de cette cérémonie de lancement, des spécimens du recueil ont été décernés, notamment au président de la transition, au premier ministre, au président du Conseil national de transition et au ministre de la Défense et des anciens combattants. Renforcement des liens de coopération entre le Royaume-Uni et le Mali avec ses bourses d'études offertes et entièrement prises en charge par le Royaume-Uni à des étudiants maliens. Ces derniers ont été reçus à l'ambassade du Royaume-Uni au Mali. Les bénéficiaires saluent cette initiative et s'engagent à relever les défis. Le point avec Duranti Diakité et Tchedje Kamara. 6 Maliens, dont une femme, s'apprêtent à quitter le Mali pour le Royaume-Uni. Les bénéficiaires de la bourse dite Chevening 2025 vont pour une année d'études au niveau master. Avant leur départ, l'ambassade du Royaume-Uni organise ce jour une cérémonie de réception des boursiers pour leur donner des orientations. Ce soir, nous célébrons nos 6 boursiers qui vont au Royaume-Uni ce mois pour commencer les études. Au Royaume-Uni, on a des endroits de visiter, donc être curieux, profiter de cette opportunité. Une opportunité qui renforce les liens de coopération entre les deux pays. Les boursiers vont étudier dans différents domaines tels que le conflit et la sécurité, la paix, l'éducation et le développement international, entre autres. Nous sommes honorés parce que c'est une bourse hyper compétitive. Donc, être sélectionné parmi 2546 candidatures cette année, c'est un privilège et nous sommes fiers de représenter la jeunesse malienne. À vous, chers lauréats, vous tenez entre vos mains cette arme magnifique. Utilisez-la avec sagesse, avec ambition et avec humanité. Continuez à briller. Cette année, les bénéficiaires de la bourse Chevening sont plus nombreux que ceux de l'année dernière qui étaient au nombre de 4 Maliens. Les candidatures pour la cohorte 2026-2027 sont ouvertes jusqu'au 7 octobre prochain sur www.chevening.org. La cérémonie a pris fin par un dîner gala.
En Russie, dans le cadre du Forum culturel uni, le Mali en charge de la culture, le ministre en charge de la culture a eu une séance de travail avec son homologue russe. Occasion pour le ministre d'Affaires d'évoquer le concept de Mallywood, les questions mémorielles à la musique, le cinéma au cours de cette rencontre. Aussi, les deux ministres projettent de signer très prochainement un mémorandum d'entente relatif aux pistes de coopération dans le domaine de la culture. Écoutons le ministre Mahmoud Daffé au micro de nos envoyés spéciaux à Lucénie Touré et Abou Koni. Nous allons travailler sur la musique, nous allons travailler sur les questions de formation et de transfert de compétences, mais surtout nous allons travailler ensemble sur le cinéma malien, notre concept de Mallywood. Les Russes travaillent beaucoup, sont très en avance sur des questions de cinéma, donc nous allons échanger sur ces questions-là. Et donc nous avons convenu, naturellement, Madame la ministre a été invitée à Tombouctou pour assister à la Biennale de Tombouctou. Et donc nous allons travailler essentiellement sur le cinéma et sur la musique et sur toutes les questions de formation. Nous avons déjà 23 étudiants maliens qui sont en pleine formation et donc nous allons élargir le nombre aussi d'étudiants maliens en Russie. Donc nous pouvons dire que c'était une rencontre très prolifique et une fois encore nous remercions le gouvernement russe à travers la ministre Olga Milyova de nous avoir donné cette opportunité et de son intérêt pour notre pays. Et voilà, au nom des deux présidents, nous allons pouvoir signer cette convention. La fonction de Mangala à Goundam dans la région de Tombouctou, l'organisation des travaux communautaires repose sur une figure aussi respectée qu'incontournable. Le Mangala, généralement incarné par une femme descendante de braves familles d'agriculteurs, ce rôle ancestral a pour objectif d'encourager les communautés à ordonner les activités communautaires. Tout sur cette fonction avec Najim Baba Sissé et Maouloud Tandina. À 51 ans, Arkia Ibrahim occupe une place cruciale dans la vie des communautés à Goundam, dans la région de Tombouctou. Une femme de poigne qui a pour rôle de réguler les activités champêtres, les travaux de protection des digues, mais aussi toute activité à caractère communautaire. On l'appelle le Mangala, puisqu'elle incarne l'esprit collectif, la discipline et la sagesse héritée des anciens. Le Mangala, ou bien la femme appelée Mangala, vient d'abord de l'ethnie Gabibi. La culture du télé repose d'abord sur les Gabibi. Donc ce sont ces Gabibi-là qui, pour être revigourés, pour être engagés, pour s'adonner au travail, n'est-ce pas, ont besoin d'une femme qui est presque leur reine, qui est considérée comme leur reine, qui oblige par sa présence, n'est-ce pas, par son opinion, oblige tout le monde à être dans les champs. Le choix du Mangala requiert une adhésion de l'ensemble des couches sociales. Cela en vue de l'obéir en se présentant aux activités. Ma désignation en tant que Mangala est le choix de l'ensemble des jeunes de 11 quartiers, ainsi que des autres couches sociales de Goundam. Ils m'ont expliqué les rôles et les missions du Mangala et j'y adhère. Puisque je suis fille de paysans, je ne connais que l'agriculture. Cette tradition vivace et respectée de tous à Goundam est transmise de génération en génération. Arkia a le pouvoir de sanctionner les personnes qui s'absentent aux travaux communautaires. Elle a, c'est-à-dire l'avantage de pouvoir sanctionner n'importe quel cultivateur qui ne répond pas à cette action de solidarité. Et naturellement, devant sa porte, dans le temps, il y a un rognier qui est planté devant sa porte. Et ce rognier-là, c'est pour les indisciplinés. À notre jeunesse, j'ai personnellement été puni pour avoir manqué aux travaux communautaires. À cette époque, c'était une de nos mamans qui assurait la fonction des Mangala. Elle avait instruit à mes amis de me pommader avec du beurre de karité et m'attacher sur le bois pour mon châtiment. Les obligations de son statut lui imposent d'être au rendez-vous de toutes les activités. Une lourde responsabilité dont elle mesure les enjeux. Ce rôle est pénible et passionnant à la fois. Tout le monde t'obéit et te respecte, mais tu restes debout toute la journée.
pour veiller sur les travailleurs, sans manger ni boire, en quoi moins t'asseoir. Ce sont les règles auxquelles obéit un Mangala que j'ai accepté. Le renforcement de ces traditions en étroite collaboration avec les autorités locales qui félicitent l'engagement des acteurs culturels pour la réussite d'une année axée sur la valorisation de la chose culturelle. À la population de Gundam, c'est d'adhérer à la politique du gouvernement qui est décrétée aujourd'hui sur le plan culturel, la culture, année de la culture. Donc nous demandons à tout le monde d'accompagner le gouvernement dans les œuvres de refondation de stabilité, en tout cas à travers la culture. Dans un monde en mutation rapide, la figure du Mangala rappelle que les savoirs locaux, l'organisation communautaire et le respect des anciens peuvent encore offrir des modèles solides pour la vie en communauté. Quand on parle de Roussa, nous pensons directement à la région de Caille. Eh bien, le Roussa est un instrument traditionnel kasonké devenu événementiel. Alors, pour l'histoire, le Roussa a été inventé par une jeune fille dont le père avait refusé son mariage à cause de sa beauté. Donc, pour passer son temps, la jeune fille jouait cet instrument de musique pour ne pas s'ennuyer. Kansutu Kanouté. La chanson Koussa, qui tire ses origines dans l'espace culturel Safria, c'est dans le Séro-Diamanou, doit son nom à un instrument de la famille des Calebassiers. C'était une jeune fille d'une beauté rare qui possédait cet instrument appelé Koussa chez les Rassonké. Koussa, Koussa, ni dindo benta Koussa, kurti kurumba hanna Koussa. L'instrument est événementiel dans la mesure où cet instrument a permis à la jeune fille que son père lui avait refusé d'être marié compte tenu de sa beauté. Et on peut même dire diabolique parce qu'on le confondait même à un djinn, Djinno Lemou, tellement qu'elle était belle. Et donc on l'avait mis dans un refuge. Donc l'instrument qui l'accompagnait à tout moment, c'était cet instrument qu'on appelle Koussa. Le Koussa, c'est pour les Malinké. C'est à travers eux que j'ai connu l'instrument et la chanson. Le Koussa fait partie de la famille des Calebassiers appelée la courge Calebas. La courge Calebas, appelée Koussa en Khassonké, est fabriquée avec des perles qu'on attache à un fil, puis on les place dans des trous qui ont été percés auparavant. Et lorsqu'on joue le Koussa, il émerveille les êtres humains, mais aussi et surtout les djinns. Le Koussa est devenu du coup un symbole grâce à la bravoure de cette belle jeune fille qui a respecté malgré tout la volonté de son père de ne se marier à personne. C'est en 1969 que la version mélodique a été enregistrée par Nyuguru Diabaté. La version mélodique de la chanson Koussa a été chantée par Nyuguru Diabaté. C'est ainsi que la chanson Koussa s'est répandue partout à Caille. Lorsque cette chanson Koussa, très populaire du terroir Kassonké, a été enregistrée en 1969 par la vieille Nyuguru Diabaté à Caille, elle s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le Mali et hors de nos frontières. Beaucoup de griots, artistes et stars l'ont interprété. Je nommerai Santutu Kanouté, qui est une voix du Khasso, qui l'a chanté. Il y a Gata qui l'a chanté. Il y a Nyuguru qui l'a chanté aussi. On peut dire que c'est la première personne qui a enregistré le morceau. Sinon, c'est le terroir Khassonké. La chanson Koussa fait partie de ces mélodies improvisées au Mali pour rendre hommage à des personnes qui ont posé des actes de courage. Chanter, ce n'est pas seulement réservé aux Nyamakalam. La chanson Koussa doit être chantée par qui et pour qui? Nyuguru a chanté Koussa pour la première fois en hommage à mon grand-père qui venait d'obtenir son diplôme d'ingénieur.
C'était à l'époque coloniale, voir un Africain décrocher un diplôme d'ingénieur parmi les colons blancs n'était pas une mince affaire. C'est pourquoi elle a chanté Roussa pour le glorifier. Roussa était uniquement chanté pour saluer la bravoure des rois, des reines, des combattants. Parce que Roussa est massacré à Tefobey. Dans le Rasso, il y a des chansons qui ne sont pas chantées par n'importe qui et n'importe quand. Il y a des chansons que quand tu n'as pas 40 ans, tu n'as pas le droit de les chanter. Il y a des chansons, quand tu les chantes, tu n'as pas le droit de te tromper. Et quand tu te trompes, il faut faire des sacrifices. Ces belles mélodies du Rasso ont été reprises par beaucoup de stars de la musique à travers le monde, tels que Koussa et surtout Malissa Dio. L'exemple de Malissa Dio est frappant. On a l'impression que c'est Sori Kandia Kouaté qui a créé Malissa Dio. Il a chanté avant beaucoup de personnes. Oussoundour l'a chanté, au Mali, n'en parlons pas. Kayi a chanté, Moussa Moudissako a chanté avec l'orchestre régional Le Gofé. Malissa Dio est une chanson populaire. Mangara a repris mot à mot la chanson de Modi. C'est des chansons généralement qu'on doit peut-être situer dans le patrimoine culturel immatériel. C'est beaucoup plus important que le droit d'auteur. C'est comme tout récemment, on a reconnu le bolon comme patrimoine, mais il y a beaucoup d'instruments qui sont en voie de disparition. Rares sont ceux qui connaissent même le Koussa. Ça veut dire que c'est disparu, on ne le voit même plus. Voilà, et nous refermons la page culture de ce dimanche pour parler de la première session du comité de coordination du secteur industrie, commerce, artisanat, emploi et promotion de l'investissement privé. Elle s'est tenue à Bamako et les responsables des départements concernés ont évoqué le rapport d'activité 2024, l'orientation, le suivi des activités de la cellule en 2025. Abba Traoré pour le reportage. À la cellule de planification et de statistiques du secteur industrie, commerce, artisanat, emploi et promotion de l'investissement privé, la session du comité de coordination est statutaire et revêt d'une importance capitale pour le suivi, la programmation et les directives du secteur. Nous sommes là parce que nous sommes chargés, la CPS assure la planification et l'information statistique de tout le secteur. Donc nous collectons toutes les informations, nous les centralisons et nous les mettons à la disposition des utilisateurs. Saisir cette occasion pour saluer l'appui inestimable de tous nos partenaires qui nous accompagnent, particulièrement l'Institut national de la statistique, à travers le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre, dans le cadre de l'appui à la mise en œuvre du schéma directeur de la statistique, SDS. À cette première session du comité de coordination prennent part les responsables des différents départements concernés, à savoir l'industrie et le commerce, l'artisanat, l'emploi et la promotion de l'investissement privé. Les recommandations formulées à l'issue des travaux serviront de repère pour l'atteinte des objectifs du secteur. Première édition également du Salon régional de l'entrepreneuriat féminin. Ça se passe à Tombouctou et c'est pour faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Un reportage de Salom Konaté et Alou Koulibaly. Femmes, droits et autonomisation, c'est le thème de la première édition du Salon régional de l'entrepreneuriat féminin. Organisée par l'OFEM, Organisation Femmes Espoir du Mali, l'initiative consiste à faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin, mais aussi montrer le talent, la créativité et le savoir-faire des femmes de Tombouctou. Dans un monde où l'entrepreneuriat a longtemps été dominé par les hommes, il est réjouissant de voir que les femmes prennent de plus en plus leur place en créant des emplois et en apportant une diversité d'idées qui enrichit notre économie. Ce salon a pour but de mettre en lumière ces réussites et de montrer à tous et à toutes
qu'il est possible de se lancer. Soutenir cette belle initiative permettra non seulement le développement économique, la création de l'emploi, mais surtout la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Première du genre, ce salon régional qui durera 2 jours doit permettre aux acteurs du domaine d'élaborer un plan d'action visant à faire voir de prime abord au public les résultats obtenus par les femmes entrepreneurs en termes de création d'emplois dans la région. L'autonomisation des femmes, en effet, est un processus qui vise à leur assurer pouvoir et influence, en s'appuyant sur leurs droits fondamentaux, leur autonomie économique et leur participation à l'épanouissement de la société. C'est donc un droit humain et un moteur essentiel de progrès économique et social pour tous. Chères femmes entrepreneurs, votre rôle est capital. Vous ne créez pas seulement des entreprises, vous créez des opportunités. Vous ouvrez des portes pour d'autres femmes et jeunes filles et vous transformez vos communautés. Les autorités régionales ont réaffirmé leur soutien et accompagnement à l'OFEM. Selon eux, ces initiatives cadrent avec la vision des plus hautes autorités. Nul n'ignore le rôle et la place de la femme dans l'économie d'une nation. Vos efforts, votre intelligence, votre créativité ont contribué pleinement à la stabilité de nos foyers en particulier et du pays en général, car vous êtes des acteurs clés de la production, de l'innovation, de l'éducation, en un mot, de la construction. La visite des stands a marqué la fin de cette cérémonie. Et nous revenons sur ce communiqué. Les forces armées maliennes ont vigoureusement repoussé à ce début d'après-midi du 14 septembre 2025 une attaque terroriste sur l'emprise de Kona dans la région de Mopti et Nondouanza. Dans leur fuite, les assaillants ont été pris en cible par l'aviation. D'abord un groupe de motocyclistes sur une route de campagne, ensuite un pick-up avec des motos à la lisière d'une forêt située à 2 km de l'emprise. Les 2 cibles ont été soigneusement traitées avec efficacité, avec plusieurs assaillants neutralisés et les matériels détruits. L'état-major général des armées salue la bravoure et l'engagement des femmes. À Gao, après la visite du représentant de l'UNHCR au Mali et le président de la délégation spéciale du conseil régional dans les locaux de ORTM Gao, les visiteurs ont décidé d'appuyer la structure. À cet effet, un important lot d'équipements de dernière génération a été remis par le représentant de l'UNHCR. Quant au président de la délégation spéciale du conseil régional, il a rénové le bâtiment principal à l'Uitrissa Maïga. Chose promise, chose faite. 3 armoires de bureau, 3 tables retour, 3 tables de bureau avec retour, 5 ordinateurs de bureau, 3 ordinateurs portables et 11 chaises de bureau. C'est la nature des équipements offerts par l'UNHCR à l'ORTM Gao. Le bâtiment principal de la station régionale a fait également l'objet d'un travail de peinture grâce à l'appui de la délégation spéciale du conseil régional de Gao. L'ONG ATDED aussi a apporté son appui par la remise de chaises de bureau. Nous sommes bien conscients du rôle très important que joue l'ORTM à véhiculer les messages de paix, les messages de réconciliation. C'est pour soutenir aussi tout ce travail que vous faites sur le terrain pour faire reconnaître les œuvres, les activités, les actions des acteurs humanitaires dans la région de Gao. C'est un peu tout à fait naturel pour nous de vous remercier à travers ce geste. Nous avons été installés délégation spéciale du conseil régional de Gao le 17 janvier 2025. Quelques semaines après, nous avions eu la visite du directeur de l'ORTM qui a souhaité qu'on vienne voir les locaux dans lesquels il travaille. Nous avons été très sensibles à cette sollicitation et nous avons apporté une modeste contribution. Le responsable de la station régionale de Gao ne cache pas sa satisfaction. La réception d'équipements de dernière génération offerts gracieusement par l'UNHCR en réponse à notre cri de cœur lancé il y a de cela quelques mois. Ce geste patriotique épris d'amour prouve suffisamment le degré d'engagement de nos partenaires pour la cause des populations de la région de Gao. La station de l'ORTM Gao est la vitrine de la cité des Askia à travers ses reportages, ses émissions de sensibilisation, d'éducation. Elle donne de la visibilité aux actes posés par nos autorités et leurs partenaires au quotidien
nous réalisons des dossiers sur la vie socio-économique, la promotion des arts, du sport et de la culture. Bref, nous donnons du sens à l'actualité de la région avec nos reporters. Je suis très ému parce que ce matériel que j'ai trouvé tout de suite sur place, ça m'a dit que les gens pensent encore à l'ORTM de Gao. Le directeur régional de l'ORTM a sollicité du chef de bureau HCR un appui. Nous ne pouvons que le féliciter pour avoir honoré ses engagements et surtout pour la qualité du matériel. J'ai mesuré également l'importance que le directeur de la station régionale de l'ORTM accorde au bon usage du dit matériel et à son entretien. La prestation musicale de l'artiste MCU, la remise symbolique des équipements, la visite guidée des locaux et un cocktail offert aux invités ont marqué cette cérémonie de remise à l'ORTM Gao. L'ORTM, la passion du service public, visite d'une délégation d'Agra à Bankoumana. C'est pour voir l'évolution du projet basé sur la commercialisation et la distribution du maïs, du riz et des cultures résilientes telles que le sorgho, le mil, le niébé dans les régions de Sikasso et Koulikoro. Le reportage de Adam Traoré. C'est dans une ambiance festive que la population de Bankoumana a accueilli une forte délégation d'Agra, laquelle est conduite par sa présidente. Agra a aidé les exploitants à mettre un espace, une ferme d'études à Nyaganabougou, à une hauteur de 8 millions. Et les exploitants ont payé que 4 millions. Ce projet a pour but d'améliorer la productivité, la commercialisation et la distribution du maïs, du riz et des cultures résilientes telles que le sorgho, le mil, le niébé, dans les régions de Sikasso et de Koulikoro. Les principaux objectifs du consortium sont atteindre 200 000 petits producteurs au cours des interventions, distribuer 370 000 mini-paquets de semences de variétés améliorées, résistantes au climat et riches en nutriments, et 75 distributeurs d'intrants agricoles. Votre présence traduit l'importance que Agra accorde à la transformation de notre agriculture et renforce la résilience des petits exploitants agricoles de la région de Koulikoro. Au cours de la rencontre, la présidente a souligné sa satisfaction au vu de nombreuses activités soutenues par Agra dans la zone. C'était vraiment un réel plaisir parce que ça nous a donné l'occasion et l'opportunité de visiter un de nos CBA qui a été appuyé par Agra et aujourd'hui qui est devenu un grand agro-dealer et qui, avec beaucoup d'efforts, il essaie vraiment d'approvisionner les autres producteurs. La rencontre a mis en lumière un système d'irrigation à l'aide de pompes solaires, une visite guidée des stands d'exposition, des produits transformés tels que le maïs, le mil, le sorgho, en passant par les engrais et des boutiques d'intrants, a mis fin à ce séjour de la délégation conduite par la présidente d'Agra. Actualité AES au Burkina Faso, inauguration des nouveaux locaux du 23e escadron de la gendarmerie mobile de Houndé, une structure moderne à hauteur d'1,49 milliard de francs CFA et qui a pour objectif de renforcer la présence sécuritaire et contribuer efficacement à la lutte contre le terrorisme. Ismaël Saturin, Paris. Le 23e escadron de gendarmerie mobile de Houndé, désormais dans de nouveaux locaux, une infrastructure moderne, construite grâce à la bonne collaboration entre l'État burkinabé et la société Endeavour Mining, une façon pour elle de répondre à sa responsabilité sociétale. Le camp est construit sur une superficie de 2 hectares, avec équipé de toutes les installations et infrastructures modernes. On a des dortoirs, on a des bureaux, on a un stand de tir, il y a un forage avec un système de filtrage de l'eau.
il y a une clinique, infirmerie, une salle des opérations. Au regard de la position stratégique de la ville de Houndé, la réalisation de cette caserne qui répond aux nouveaux standards va améliorer l'efficacité des actions de sécurisation dans cette partie du Burkina. Toute chose qui s'inscrit en droite ligne du plan d'action pour la stabilisation du pays. Ce escadron participera activement à cette activité de consolidation de la province du Tui. Deuxième satisfaction, c'est de bénéficier d'infrastructures capables de nous aider à mieux participer aux activités de sécurisation, mais surtout pour nos activités de formation et d'entraînement qui sont des activités phares des escadrons. Ce cadre comporte l'ensemble des infrastructures indispensables à un escadron, partant du logement au travail, en passant par le sport et le dispositif de sécurité. Toutes les commodités opérationnelles y sont, donc nous sommes très satisfaits de cette réalisation. Aussi, nous avons exhorté la gendarmerie à faire de cette caserne un impact sécuritaire dans la zone, pour que les populations sentent à leur quotidien qu'il y a eu un investissement et qu'il y aura un impact dans leur quotidien. Nous avons aussi profité de l'occasion pour inviter la population à la bonne collaboration. Quand on parle de collaboration, on parle de coproduction. Cela aussi dénote de notre manière de voir la sécurité intérieure. En plus de cette infrastructure, la société Endeavor Mining offre à la gendarmerie du matériel informatique, un kit de boxe, 20 motocyclettes, 2 drones de surveillance et 3 véhicules. Elle ne compte pas se limiter à ce geste, en rassurant que des actions sont prévues les temps prochains dans d'autres secteurs d'activité pour toujours répondre à sa mission d'entreprise citoyenne aux côtés des populations. Et au Niger, la ministre de la Population, de l'Action sociale et la Solidarité nationale a visité plusieurs structures d'accompagnement des personnes vulnérables. Cette visite de terrain a mis en lumière les défis, nous signale Pascal Senou. Ce vendredi 12 septembre 2025, la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, professeur Sidiki Ramatoul Diarmakoy-Seyni, a poursuivi sa tournée de terrain. La première étape de cette journée a conduit la délégation ministérielle au centre de formation et de confection de l'Association nigérienne des handicapés locomoteurs. L'objectif de cette visite est d'échanger avec les bénéficiaires, d'écouter leurs préoccupations et de voir dans quelle mesure améliorer leurs conditions de vie. Ces femmes et ces messieurs, formés à divers métiers, couture, tannerie, soudure, ont exprimé leur volonté d'être plus autonomes. Cependant, les femmes ont relevé une difficulté majeure, la mévente de leurs produits qui freine considérablement l'écoulement de leur production. À ce jour, plus de 4000 femmes ont été formées dans différents domaines. Dans son intervention, la ministre a exhorté ces femmes à formaliser leur activité afin de mieux valoriser leurs produits et renforcer davantage leur crédibilité sur le marché. La visite s'est ensuite poursuivie dans les ateliers, notamment celui de couture, de soudure, où plusieurs vélos destinés aux personnes handicapées sont fabriqués, made in Niger, et de tannerie. À chaque étape, professeur Sidiki Ramatoul Diarmakoy-Seyni a salué la rigueur, le sérieux et surtout la passion qui se dégage du travail accompli. La délégation a ensuite été reçue à la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Dans une ambiance chaleureuse, les premiers responsables, par le biais de Idriss Alzouma Mega, ont exprimé leur gratitude pour l'attention particulière accordée à cette couche vulnérable de la société. Parmi les préoccupations soulevées figure le problème de quotas d'intégration des personnes handicapées dans les structures étatiques. L'un des moments forts de cette rencontre a été l'annonce de l'engagement du chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, de rénover la salle de réunion de la Fédération, un magnifique joyau. La ministre est repartie avec un sentiment positif, réaffirmant que des solutions concrètes seront trouvées. La tournée s'est ensuite poursuivie à l'arrondissement communal 5, où la délégation a visité un magasin de stockage contenant plusieurs balles de friperie destinées aux déplacés internes de Makolondi. La dernière étape de cette sortie a conduit professeur sur le site des déplacés internes de Makolondi, où une foule nombreuse et enthousiaste attendait la délégation.
Et cette action humanitaire de l'Association des jeunes pour la solidarité, l'Espoir du Mali, elle vient de remettre des kits de formation aux détenus de bolets mineurs et bolets femmes, des matériels d'alphabétisation, de coupe et couture, de savonnerie, de menuiserie métallique et de bois. Un compte rendu d'Awa Traoré. Appuyer l'administration carcérale dans sa politique de formation et de réinsertion socio-professionnelle des détenus est la volonté de l'Association des jeunes pour la solidarité et l'espoir du Mali, AJSEM. C'est dans ce cadre qu'elle a remis des kits de formation aux 2 centres pénitentiaires de Boulé. Une initiative rendue possible grâce au soutien du programme spécial d'aide aux associations et aux fondations PESAF. On fait des activités humanitaires. On a donné ces kits-là aux 2 centres de bolets mineurs et bolets femmes. Ça fait partie de notre plan d'action 2024-2027. Les kits sont composés pour bolets femmes. Il y a la coupe couture, il y a la savonnerie, il y a aussi un salon de coiffure pour des dames. Pour bolets mineurs, il y a menuiserie métal, il y a menuiserie en bois, il y a coupe couture, il y a un chachage d'eau qu'on doit réparer, il y a aussi blanchisserie et il y a coiffure d'hommes aussi. Cette donation vient renforcer les ateliers de formation de bolets mineurs et de bolets femmes. Sans la mission de réinsertion, l'emprisonnement serait une perte de temps pour la personne détenue. La mise à disposition de cet important lot de matériel et de matières premières participe à l'atteinte de cette mission. Les formations suivies en période carcérale sont importantes. Elles sont une opportunité qui permet d'exercer des activités génératrices de revenus après avoir purgé sa peine. Je suis très contente. On a reçu du matériel de qualité. Rien qu'à le voir, cela donne envie de travailler avec. Je remercie les donateurs et l'administration pénitentiaire qui a facilité cette opération. Ces formations en milieu pénitentiaire permettent de donner une nouvelle chance à ces détenus en période post-carcérale. Elles sont source d'espoir et contribuent à réduire le nombre de récidives. Il est au rendez-vous pour l'actualité sportive de ce dimanche. Siragatou Sissi, bonsoir Siragatou. Bonsoir Khaliatou Kone. Alors, Afrobasket demande de saison qui galie fortune diverse pour le Mali lors des matchs de classement en série filles et garçons. Oui, du sourire chez les garçons. Les Aiglons du Mali ont serré la ceinture pour s'imposer 58-51 face aux Pharaons Juniors d'Égypte. Les poulains du technicien Mamoutou Kane montent sur le podium pour la 3e fois de l'histoire 2011, 2023 et 2025. Le Mali a disputé ce tournoi avec 7 joueurs, les 5 autres étant disqualifiés par le test IREM, imagerie par résonance magnétique. À l'inverse des pleurs au niveau des filles, le Mali n'a pas eu les ressources mentales et physiques pour arracher au moins la médaille de bronze. Les Aiglons du technicien Moussa Bibi Dao ont été battus 53-55 par les Lioncelles du Cameroun. Le Mali, 8 fois champion d'Afrique, voit la lune de miel s'arrêter en 2025. Tout à fait. Hippisme Grand Prix d'Afrique à Casablanca au Maroc, la 4e édition a vécu ce dimanche. Oui, 8 courses de belle facture étaient au menu du Grand Prix d'Afrique à l'hippodrome d'Anfa à Casablanca au Maroc. Cet événement tout en couleur est à sa 4e édition. Le compte rendu de cette course avec nos envoyés spéciaux Abdelkarim Kaba et Gaussou Achtouri. Pour sa 4e édition, le Grand Prix d'Afrique prend ses quartiers à Casablanca au Maroc. La Société royale d'encouragement du cheval Sorek, en partenariat avec l'Association des loteries d'Afrique, a déployé de gros moyens pour que la réunion hippique soit belle. Du prix Sorek à celui des écoles de jockey, en passant par les prix PMI, de la fraternité et le Grand Prix proprement dit, cette journée a comblé les attentes. Nous autres, ça nous inspire par rapport à Bamako, par rapport à notre champ hippique, par rapport à l'amélioration de la race chevaline. Il faut qu'on se projette dans l'avenir pour voir comment nous aussi nous pouvons organiser un jour le Grand Prix d'Afrique.
Ce rendez-vous annuel est une occasion de partage d'expériences et surtout de nouer des partenariats. Aujourd'hui, en terre marocaine, nous nous sentons chez nous parce que au-delà de l'aspect hippique et tout ça, la SOREC met à la disposition de la fédération tout ce qu'il faut pour essayer de promouvoir les sports équestres au Mali et nous en réjouissons vraiment. Autour du Grand Prix, sinon d'un hippodrome, c'est tout un arsenal pour le développement. Le projet d'hippodrome, je dirais que c'est un projet de développement dans la mesure où, déjà par rapport à sa construction, ensuite quand l'hippodrome verra le jour, il faut voir qu'il y a beaucoup d'externalités de développement avec l'hippodrome. Il y a beaucoup d'activités connexes qui seront là. Pour la dernière course de la journée, celle dédiée aux écoles des jockeys, notre compatriote Mahamadou Tangara Dikra était sur le cheval numéro 3. Le cheval Itaka s'est classé 6e. Après les 3 premières éditions à Marrakech, le Grand Prix d'Afrique à Casablanca aura été une réussite avec des débats, des rencontres au grand bonheur des leaders africains, des courses hippiques et des loteries. Également, c'est la gâteau journée porte ouverte au centre de médecine du sport du Mali. L'occasion a été saisie par les responsables de la structure pour mieux faire connaître le dit centre. C'est un centre de référence en Afrique. La visite était guidée par le ministre en charge des sports, accompagné de son collègue de la fonction publique et du dialogue social. Cette journée portes ouvertes a permis aux visiteurs du jour de s'imprégner des nouvelles unités médicales. Famouri Djourté et Tchédja Moussa Kamara étaient présents à cette journée portes ouvertes. La journée porte ouverte du centre de médecine du sport est marquée par l'inauguration et l'opérationnalisation de 3 nouvelles unités médicales de pointe, à savoir un bloc opératoire, un service des urgences et une unité de réanimation. Ces infrastructures modernes permettront désormais au centre d'assurer une prise en charge complète des sportifs, contribuant ainsi à l'amélioration de leur performance sur le terrain. Le centre de médecine de sport amorce son envol dans un environnement où le sport devient de plus en plus compétitif et exigeant en termes de suivi médical et d'encadrement. Et aujourd'hui, avec l'inauguration de ces nouvelles installations et l'opérationnalisation de 3 nouvelles unités médicales, nous permettra non seulement de prendre en charge toute blessure chez le sportif, mais également, on ose espérer que désormais, la performance sportive de nos athlètes sera au rendez-vous. Entièrement financées par le budget de l'État, les nouvelles installations du centre de médecine du sport traduisent la volonté des autorités de renforcer les capacités du système de santé dédié au sport. À cette occasion, 2 membres du gouvernement ont effectué une visite guidée au sein de l'enceinte pour constater de visu les efforts déployés pour améliorer les conditions de prise en charge médicale des sportifs et du grand public. Nous avons fait la visite guidée avec la directrice du centre. Nous avons vu toutes les salles d'hospitalisation, la salle d'opération, la salle d'oxygène, la rééducation et tout ce qu'il y a comme processus. Même nous allons peut-être voir la salle antidopage. Donc c'est vraiment un grand centre que nous avons vu et qui vraiment nous pouvons saluer les autorités pour avoir effectivement donné de l'initiative pour que cela soit une bonne chose ici au Mali. La plupart de nos joueurs, lorsqu'ils sont blessés, ils sont obligés d'aller à l'extérieur pour se faire opérer. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'inverser la tendance, d'avoir un centre où tous les autres vont vouloir venir ici et puissent nos joueurs venir se faire opérer. La journée porte ouverte du centre de médecine du sport ne s'est pas limitée à l'inauguration de ces nouvelles unités médicales. Elle a aussi été l'occasion pour le public de bénéficier de consultations gratuites, de dépistage du diabète et de dons de médicaments, dans un esprit de solidarité et de prévention sanitaire. avec jamana dɛmɛ kosɛbɛ bon ka ani a bɛ banabagatɔ fana dɛmɛ parce que u taa y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la banabagatɔ ka ca dɔgɔtɔrɔso la fo bɛ taa tile an bɛ tile ka ɲɔgɔn na bon nin dɔ farala o kan donc vraiment u bɛ jamana ka ɲɛtaa ko fɔ quoi. Co-organisé par le Centre de médecine du sport du Mali et le Conseil régional de la jeunesse du district de Bamako, cette initiative illustre parfaitement la synergie entre les institutions publiques et la société civile pour promouvoir la santé et encourager l'engagement citoyen. Quand tu parles du sport, c'est la jeunesse. Quand tu parles aussi des analyses, aussi, c'est la plupart des jeunes. Donc nous sommes là et puis nous saluons aussi les plus autres autorités. Rappelons que le Centre de médecine du sport du Mali est un établissement de référence dédié non seulement à la santé des sportifs, mais également à celle de l'ensemble de la population. Avec ces nouvelles infrastructures, le centre confirme son rôle central dans la promotion d'une médecine sportive performante, accessible et citoyenne. Cette annonce concernant le tournoi IFOA zone de Ouest A des moins de 17 ans, le tirage au sort de la phase de poule sera effectué ce lundi 15 septembre 2025 à 11h
à l'hôtel Radisson Collection de Bamako. Un événement à suivre en direct et en exclusivité sur ORTM 1 et les plateformes digitales de l'UFOA et de la CAF. Ce tournoi, faut-il le rappeler, est organisé par le Mali. Ce sera du 3 au 18 octobre et dans 3 stades, Mamadou Konaté, Wenzam Koulibaly et Mamadou Diarra H de Koulikoro. Merci bien, Sregatou. Et également ce rendez-vous, votre émission Tibaba sur la chaîne 2 ouvre le débat ce soir sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le panel constitué fera le bilan des Aigles après 8 journées avec en toile de fond le décryptage du match Mali-Ghana. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où se situe le problème ou la responsabilité? Les Aigles ont-ils encore une chance de qualification? Que faut-il faire pour redresser les choses? Voilà autant de questions auxquelles tenteront de répondre, de trouver des réponses Fotigi Tungara et ses invités Ousmane Dao Aldoumatina, Cheikh Oumar Konté alias Bruno, Ousmane Traoré alias Man, Baba Sissouma et Suleiman Bobo Tungara. Rendez-vous sur la chaîne 2 à partir de 22h45. Prochain rendez-vous pour les informations, c'est demain 13h avec Aïché Baba Keïta. Merci à vous d'avoir suivi ce temps de l'actualité. Nos grands-pères disaient que l'oisiveté est douce au début et amère à la fin. La main qui ne travaille pas est une graine qui ne germera jamais. Demain commence une nouvelle semaine. Entamons-la avec détermination. Force à nos femmes et bonne fin de soirée à tous.